Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue pour ce podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, à la découverte d'un café intergénérationnel chez Daddy. La bienveillance, la convivialité, le partage et l'entraide sont les valeurs de cet établissement. Le but de ce lieu est une mise en relation des habitants d'un quartier, toutes générations confondues, par l'intermédiaire d'animations brise-glace, d'activités organisées par les talentueux, de jeux en libre service et de repas partagés. Pour nous présenter chez Daddy, Philippe Albanel, le fondateur. Vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes de podcast habituelles, mais tout de suite, place à notre conversation. Bonjour Philippe. Bonjour Charlotte. Donc tu es le fondateur du café chez Daddy sur Lyon. Peux-tu nous éclairer et nous préciser sur quel constat tu t'es appuyé pour mettre en place ce projet ? Alors moi, c'est il y a 5 ans que j'ai découvert un peu les enjeux liés à cette thématique du vieillissement en créant une structure d'aide à domicile vraiment pour les personnes âgées. Et du coup, en faisant ce travail, j'étais confronté aux besoins qu'il y a, notamment à la question de l'isolement et de la perte d'autonomie. Et quelques années après, je me suis dit que j'avais envie d'aller plus loin dans mon engagement pour répondre à ces enjeux et surtout à cette question d'isolement. Donc j'ai organisé avec la mairie du 4e de Lyon une conférence sur l'isolement des personnes âgées et c'était un peu le point de départ de cette envie et de ce projet chez Daddy. D'accord. Et alors, après cette conférence, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Et après la conférence, il y a 2 points qui sont ressortis qui m'ont interpellé. Le premier, c'était que c'était très très compliqué de repérer les personnes isolées. Et le deuxième point, c'était que la première cause d'isolement chez les seniors était la perte du conjoint. Et là, je me suis dit, finalement, quand quelqu'un décède en France, on est au courant. Est-ce que ça ne serait pas un moyen pour être capable justement d'identifier des personnes isolées et d'être capable de les accompagner ? Donc le projet est né là-dessus. D'accord. Il a beaucoup évolué depuis parce qu'au tout début, on était parti sur un accompagnement pour des personnes qui ont perdu leur conjoint. On a des bénévoles qui pouvaient les accompagner à leur domicile. Ça n'a pas fonctionné comme on l'imaginait pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà c'était compliqué. Alors le tout début, c'était la mairie qui devait donner des flyers à des personnes qui venaient de perdre leurs proches. On s'était rendu compte que à ce moment-là, on n'avait pas que ça à faire de regarder des flyers et que c'était compliqué d'accepter d'appeler quelqu'un à l'aide dans ces moments-là. Donc le repérage, c'était très compliqué. Du coup, on a essayé de tisser un réseau de partenaires plus important, notamment avec les hospices civils de Lyon, avec les caisses de retraite, avec les CCS ou les maisons de la métropole. Mais même avec ce repérage-là, c'était derrière encore compliqué pour que les personnes acceptent parce que ils n'avaient pas la tête à ça. Ce qui était assez intéressant, c'est quand on arrivait à intervenir, quand des bénévoles intervenaient, on sentait un impact très positif. Et encore beaucoup de personnes aujourd'hui nous disent ça nous a vraiment aidé dans cette période compliquée. Mais pour le développer à une échelle plus importante, on se rendait compte que c'était pas la bonne entrée et qu'il fallait penser autrement. D'accord. Est-ce que c'est une histoire de confiance ou qu'est-ce qui freinait en fait ces personnes à être accompagnées dans ces moments-là ? Ouais, je pense que la confiance, c'était un premier point. Je pense qu'ils nous auraient connus, et d'ailleurs c'était toute notre réflexion après, ils nous auraient connus. Une grande partie aurait accepté qu'on passe les voir. Nous, vraiment, c'était pas de leur apporter une aide concrète ou quoi que ce soit, c'était juste une présence, quelqu'un à qui parler. Et effectivement, quand on n'est pas bien, le faire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Donc la confiance, ça pouvait être un premier point. Et le deuxième, c'est l'énergie. Mais les deux sont liés, et c'est vrai quand on n'a pas l'énergie pour rencontrer une nouvelle personne, et dans ces moments compliqués de la vie, on n'a pas beaucoup d'énergie, et du coup, on a du mal à accepter ça. D'accord. Donc malgré des résultats quand même positifs, mais pas suffisants, vous avez décidé donc d'orienter le projet un peu différemment. Tout à fait. On s'est dit que si à ce moment-là, on n'était pas capable de répondre à cette problématique, finalement, il fallait que les gens ils nous connaissent avant. Du coup, comme on disait avec cette histoire de confiance, et on s'est dit, en fait, il faut qu'on arrive à constituer une communauté de quartier. Alors, au début, on l'appelait une communauté de quartier. Maintenant, on utilise le terme de seconde famille pour que les gens nous connaissent déjà, nous identifient et que le jour où ils traversent une période compliquée, ils puissent nous solliciter. Et là, pour créer cette seconde famille, on a commencé à organiser des activités. Au début, une fois par semaine, puis un petit peu plus. Avec une particularité, c'est que ces activités sont organisées sur le partage de talents des habitants du quartier. Donc nous, on part du principe que tout le monde a un talent et on les accompagne pour qu'ils puissent transmettre ce talent aux autres, et ça permet aussi de favoriser la transmission entre générations, et ça aussi, on s'est rendu compte que c'est une vraie problématique.
Donc voilà, ça a commencé comme ça. Dans les premières activités qu'on faisait, il y avait 5 personnes, puis 10, puis 15, puis 20, et de plus en plus de personnes participaient aux activités. Donc on a commencé à faire de plus en plus d'activités, et également de plus en plus de personnes nous sollicitaient pour partager leurs talents. Et c'est là où on s'est dit, là on touche quelque chose d'intéressant, parce que ça permettait de toucher peut-être un public un tout petit peu plus jeune, en tout cas, voilà, qui n'avait pas encore forcément eu des vraies ruptures de vie, même si on avait quelques-uns qu'on arrivait à solliciter, à toucher à ce moment-là. Mais voilà, on a eu quelques exemples de personnes qui, derrière, à un moment, traversent une période plus compliquée, et ils savent qu'ils peuvent compter sur nous pour prendre de leurs nouvelles, pour les appeler, pour passer les voir si besoin, et vraiment faire, c'est pour ça que j'utilise le terme de seconde famille, comme dans une famille où quand quelqu'un va pas bien, on essaie de l'épauler et de l'accompagner. D'accord. Et donc ces activités, elles se déroulaient où exactement ? Alors au tout début, on avait un partenariat toujours avec la mairie de Lyon, la mairie du 4e de Lyon, qui nous prêtait une salle de la maison des associations une fois par semaine. Après, on a commencé à en faire également dans des résidences seniors, et un autre partenariat avec la Mèche, qui nous mettait aussi à disposition de temps en temps une salle pour qu'on puisse faire des activités. Et nous, vraiment, le critère qu'on avait, c'est que ce soit des activités qui puissent toucher toutes les générations. Et c'est ça qui, pour nous, a été très riche et très intéressant, c'est qu'on arrivait à toucher toutes les générations, et on y arrive toujours, à ce que on avait des assistantes maternelles qui venaient avec des bébés, on avait des personnes âgées, des personnes très âgées, des familles, on avait des étudiants. Et du coup, ça crée une très bonne atmosphère, mais vraiment avec un beau mélange générationnel. C'est ça. Donc après avoir tissé ce maillage intergénérationnel, donc le projet a continué d'évoluer, et donc vous avez créé une structure, un établissement. Ouais, en fait, au début, on était une petite association de quartier avec que des bénévoles. Moi, je pouvais un peu m'appuyer sur ma structure d'aide à domicile pour les locaux, pour les quelques frais qu'il y avait. Mais entre les salles qu'on nous prêtait et les bénévoles, on n'avait pas besoin de beaucoup de coûts. Et en fait, le projet a beaucoup évolué un jour où il y a le lieu là où on est en ce moment, qui est chez Daddy, où on nous a proposé un lieu pour qu'on puisse s'installer. Et c'est là que le projet du café chez Daddy est né, en disant si on a un lieu à nous, il faut qu'on repense le projet, qu'on soit capable d'être un lieu ouvert quasiment tous les jours, où les gens peuvent venir se rencontrer et vraiment faire vivre cette seconde famille avec un lieu comme à la maison. Et c'est pour ça que du coup chez Daddy est né avec ce slogan de plus qu'un café, une seconde famille. D'accord. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est à partir de ce constat sur l'isolement des seniors jusqu'à l'ouverture de chez Daddy, c'est passé combien de temps ? Il s'est passé... Alors les activités, on a commencé à les organiser en octobre 2018, et le café chez Daddy a ouvert le 1er octobre 2020, mais le projet chez Daddy est né à peu près, si je dis pas de bêtises, on a commencé à être sûr d'avoir ce lieu vers juin 2019. Donc ça a mis plus d'1 an après avoir le jour, entre le moment où... Voilà. Mais parce que c'était l'endroit où on est et quelque chose de tout neuf, du coup il fallait attendre que les travaux se finissent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'également on a pu faire participer du coup aux travaux pour vraiment penser le lieu comme on le souhaitait, pour qu'il soit le plus convivial et chaleureux possible. D'accord. Et donc l'ouverture a eu lieu en octobre 2020, c'est ça ? Donc Oui. Comment ça s'est passé ? Alors ça a été vraiment une super réussite, très fatigant parce que c'était dans des conditions compliquées, en termes organisationnels, avec la crise qu'on connaît, et ouvrir un café à ce moment-là, pour beaucoup, ça paraissait un peu une absurdité, mais pour nous c'était important justement cette période montre encore plus qu'il faut que le lien est important, et ces liens, notamment ces liens de proximité. Du coup, ça nous a encouragés. On est ouvert au 1er octobre, donc dans des conditions compliquées, mais ça a été vraiment une belle réussite parce que beaucoup de personnes sont passées, des personnes du quartier, toutes générations confondues. Et entre le 1er octobre où on a ouvert et le 10 octobre où on a fermé, parce que c'est le moment où l'État a demandé à ce qu'on ferme, notamment à Lyon, les restaurants et les cafés, et on a eu plus de 250 adhérents qui sont passés, et avec vraiment, encore une fois, une très belle mixité entre les générations, et surtout une très très bonne ambiance. Il y avait des concerts qui ont été réalisés 2 fois par jour. Il y a des activités qui sont organisées, et ouais, vraiment on n'avait que des retours très, très positifs. Donc un peu frustrant d'avoir fermé au bout de 10 jours, ouais. Mais en même temps ça nous a vraiment encouragés sur ce concept, et ça nous laisse aussi la fermeture actuelle. Moi j'aime bien voir toujours le positif. Ça nous laisse le temps aussi en utilisant ces 10 jours, de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui a moins fonctionné, pour être encore capable quand on rouvrira, j'espère bientôt, et qu'on soit encore meilleur. Oui, c'est ça. Et de réadapter finalement et d'affiner un petit peu le concept. Oui, tout à fait.
D'accord. Donc avec ces quelques jours d'ouverture, on peut dire quand même que le projet intéresse, qu'il y a un réel succès autour de ce concept. À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez attribuer donc à ce projet? Qu'est-ce qui fait que justement ça fonctionne et que les gens s'intéressent à ce type d'établissement? Alors, juste pour commencer par quelques chiffres, et je trouve que ça montre vraiment la problématique qui existe en France, c'est qu'aujourd'hui, on a 33% des personnes âgées de plus de 75 ans qui sont en situation d'isolement en France dans les grandes villes, mais on se rend compte que cet isolement touche toutes les catégories de population, aussi bien en ville qu'en milieu rural. Et il y a une forte augmentation depuis plusieurs années, notamment due à l'éclatement du réseau familial et à la diminution des relations de proximité. Et nous, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on utilise vraiment ce terme de seconde famille auquel je tiens, c'est vraiment de se dire, il faut être capable, si on veut lutter durablement contre l'isolement, d'être capable de créer ce qu'on appelle des secondes familles de proximité, que dans son quartier, on soit capable de rencontrer du monde, d'être capable de pouvoir s'entraider. Et nous, dans le projet chez Daddy, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la convivialité. C'est quand on va chez Daddy, on passe un bon moment, on rigole, ouais, c'est vraiment chouette. Tout est pensé pour que ce soit le plus chaleureux possible. On peut prendre un verre de vin, on peut se prendre une bière, on peut commander une planche. Mais le deuxième pilier, c'est également, contrairement à un café classique, tout est pensé pour qu'on puisse se rencontrer. Il n'y a pas de table individuelle, c'est des tablés de minimum 6 personnes. Et quand on arrive, eh ben, on va s'installer dans une tablée où il y a encore de la place qui permet les rencontres. Il y a également 2 fois par jour, il y a des activités qui sont organisées toujours sur le partage de talents des habitants du quartier. Sur les temps du midi, il y a des repas partagés où les gens ils peuvent venir avec leur propre repas, on mange ensemble. Donc tout ça vraiment pour favoriser la rencontre. On a également, grâce à nos bénévoles, des animations brise-glace pour que les gens, encore une fois, puissent se rencontrer. Donc ça, c'est vraiment pour la rencontre. Et le troisième pilier, c'est l'entraide. Et en fait, pour nous, le plus important, c'est qu'une fois qu'ils arrivent dans la famille de Daddy, eh ben, ils savent qu'ils pourront compter sur nous et jusqu'à la fin de leur vie, ils auront cette famille sur qui ils peuvent compter. Nous, quand quelqu'un arrive, si on sent que la personne, déjà si elle est du quartier et si il peut avoir un risque d'isolement ou quoi que ce soit, on prendra au moins une fois par mois de ses nouvelles pour voir comment ça va. Si jamais la personne elle traverse une période compliquée, on va avoir nos bénévoles qui vont être capables d'aller l'accompagner à son domicile pour l'aider dans cette période compliquée. Si jamais la personne elle se casse la jambe, on a un service véhiculé pour être capable d'aller les chercher pour qu'ils puissent continuer à se déplacer. Donc vraiment, faut vraiment tout penser pour que on puisse toujours participer à la vie de cette famille. Et ça, c'est important pour nous. Et pareil, c'est ce réseau d'entraide qu'on essaie de développer. Et si un jour on a besoin d'une aide pour monter une commode, et ben on sait on a des membres, ce qu'on appelle les daddies, qui peuvent donner un coup de main, et des gens du quartier qui peuvent donner un coup de main pour le faire. Donc c'est ça, je dirais, la force de ce projet, c'est que c'est vraiment un projet global où on essaie vraiment de penser pour que chacun puisse y trouver sa place. Et aussi, dans le café, quand on y va, il y a un espace pour les enfants avec un petit espace jeu. Il y a une grande terrasse qui est très sympa pour que l'été, on puisse passer un bon moment. Voilà, c'est vraiment la globalité de ce projet qui, pour moi, est intéressant. C'est ça, oui. Et c'est surtout là, je comprends encore plus la notion de famille, en fait. Pour le coup, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, on peut s'appuyer sur les daddies ou sur les gens qui viennent ici comme une famille, en fait, comme un oncle, un frère, une sœur qui viendrait vous aider, mais pour n'importe quelle raison, finalement. C'est ça qui est intéressant. Vous n'êtes pas orienté sur juste quelques domaines d'accompagnement. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous êtes là, quoi. Juste une présence et quelqu'un sur qui on peut compter Ouais. pour finalement voilà, tous les problèmes de la vie courante qu'on peut avoir, comme on peut faire appel à nos proches quand on a un souci, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Et ce terme famille, il nous a beaucoup parlé au moment du premier confinement, du confinement de mars, parce que c'était une période où tout le monde était confiné et ceux qui en souffraient sûrement le plus étaient les personnes âgées, parce qu'en plus, eux, ils avaient vraiment interdiction de sortir, de faire quoi que ce soit, même de faire leurs courses. Il y avait vraiment ce gros stress, et parce que c'est les personnes les plus à risque. Et nous, à ce moment-là, on a fait un peu un appel à bénévolat pour aider les personnes pendant cette période. Et on a eu 150 bénévoles qui nous ont rejoints pour faire des courses pour les personnes âgées, pour faire des appels de convivialité, on a fait un concert dans une résidence senior, on a fait un challenge tricot dont les confections après ont été offertes à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et en fait, c'est vraiment là où on s'est dit, ouais, c'est ça, c'est que même dans des périodes compliquées, il y a le confinement, d'être capable de créer cette famille et de se dire, ouais, on a des familles. C'est pour ça que je parlais de l'éclatement du réseau familial, c'est que
je dirais pas que c'est une problématique, parce que c'est aussi l'évolution de la société avec ses aspects positifs et négatifs. Mais en tout cas, l'éclatement du réseau familial fait que dans une famille, on peut être éparpillé géographiquement et que de temps en temps, il y a des situations où c'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter à côté de chez soi. Et du coup, vraiment, nous, c'est ce qu'on souhaite apporter. Tout à fait. Et donc, par rapport à ce confinement et à la crise sanitaire, apparemment, vous avez vraiment su vous adapter et donc proposer d'autres services. Malgré la fermeture de l'établissement, vous avez proposé donc aux bénéficiaires finalement un accompagnement différent, mais voilà, un accompagnement réel pour passer le cap un petit peu de cet isolement. Ouais, en fait, vraiment, on s'est dit, on ne peut pas ne rien faire, parce que c'est un moment où si on veut lutter contre l'isolement et qu'on ne fait pas quelque chose à ce moment-là, alors qu'il y a un besoin énorme et un isolement très fort, pour nous, on aurait loupé notre mission. Du coup, on a réfléchi et en mars, ce qui nous paraissait le plus évident, c'était vraiment cette partie aide pour les courses et les appels de convivialité. Là, ce qu'on a mis en place là, sur le confinement de novembre, encore des courses pour quelques personnes qu'on avait fait, mais on sent que le besoin est moins là, parce que je pense que le stress est moins fort qu'en mars, et du coup les personnes osent quand même plus sortir. Mais on a maintenu les appels de convivialité, où là on sent une forte demande, et on sent aussi des personnes qui sont moralement plus touchées encore qu'en mars, parce que ça fait long, en plus avec l'hiver, etc. Ça fait une longue période comme ça. Et par contre, ce qu'on a mis en place en plus, c'est des activités en visio, et également un accompagnement informatique à domicile pour des personnes, pour vraiment aider les personnes à installer des outils qui permettent de maintenir le lien. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place là sur ce confinement. D'accord, ouais, super. Pour ce projet, est-ce que tu peux me préciser un petit peu le modèle économique ? Ouais, on a un modèle économique qui est particulier. Alors on a une partie qui est simple, comme dans un café, où quand on y va, quand on commande, on a des produits à la carte. Si on commande une bière, un verre de vin, une limonade, des planches, des bocaux, donc ça, on paye le prix qui est affiché sur la carte. Mais après, on est très différent d'un café classique, parce que on a également pas mal de choses qui sont en libre service. Par exemple, on ne va pas payer pour du café, pour du thé, pour des jus de fruits ou même des pop-corns qu'on va avoir en libre service. Donc là, les gens, quand ils viennent, ils peuvent se servir eux-mêmes. C'est un buffet en libre service. Et par contre, ce qu'on demande aux personnes, c'est qu'une fois au moment où ils partent, ils payent, mais c'est à prix libre, donc ils donnent ce qu'ils veulent en fonction de leurs revenus, du moment qu'ils ont passé, s'ils ont passé un bon ou un mauvais moment, en fonction du temps où ils sont restés ou en fonction de ce qu'ils ont consommé. Et du coup, c'est eux qui fixent leur prix. Là-dessus, en fait, nous, on parle un peu d'abonnement. Alors, soit c'est des abonnements à la journée, ils payent sur la journée. Et du coup, quand on a cet abonnement, ça permet d'avoir l'accès au buffet, ça permet d'avoir accès aux activités, aux repas partagés. On a des jeux de société en libre service et aux animations. Mais également, ce qu'on encourage beaucoup, c'est de prendre des abonnements au mois ou à l'année. Et du coup, une fois qu'on a payé au mois ou à l'année, et là, après, on a un accès illimité au lieu. Et on n'a pas besoin de repayer à chaque fois. Et ce qui est assez intéressant dans notre modèle économique avec cet abonnement à l'année, c'est que ça nous permet également d'impliquer des partenaires pour qu'ils puissent abonner leurs résidents, leurs salariés, des bénéficiaires. Et là, pour donner des exemples, nous on est au rez-de-chaussée d'une résidence senior qui est portée par un bailleur social qui s'appelle Lyon Métropole Habitat. Et Lyon Métropole Habitat offre l'abonnement à l'année à tous ses résidents. On a pareil avec la mairie de Lyon là, qui offre à une vingtaine de personnes isolées à faible revenu du quartier, qui leur offre l'abonnement à l'année. On est en train de voir aussi avec des structures d'aide à domicile du quartier pour qu'on puisse abonner les salariés, les auxiliaires de vie, pour qu'ils puissent venir et qu'ils puissent également venir avec les personnes qu'ils accompagnent. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi sur notre modèle économique qui est intéressant, parce que déjà ça fidélise, et en plus nous en termes de modèle économique, ça nous permet de voir sur l'année, d'avoir une visibilité plus confortable que quand on est juste à vendre des produits à la carte où chaque jour on va stresser de savoir qui vient ou qui vient pas. Ouais. Donc, voilà. Donc un modèle économique plutôt sécurisé et fiable, a priori. Voilà. En tout cas, pour l'instant, il fonctionne bien. Tout n'a pas été parfait, parce que notre discours, par exemple, sur l'histoire du prix libre, on s'est rendu compte que pour pas mal de personnes âgées, c'était perturbant. Oui. Et du coup, ils nous demandaient, mais qu'est-ce que je donne ? C'est pas évident. Et du coup, c'est pas évident. Donc là, je pense qu'on a encore des choses à améliorer. Parce que pour nous, c'est impossible de mettre un prix fixe, parce que entre la personne qui va rester une demi-heure et prendre un café et celui qui va rester toute la journée, ça n'a pas la même valeur. Mais du coup, il faut vraiment encore travailler notre discours. Il faut suggérer, peut-être. Oui, c'est ce qu'on fait. En tant que les personnes insistent vraiment, on leur dit
qu'est-ce que vous avez consommé? Bon, un café, je sais pas quel prix vous donnez un café, et dans ce cas, ils donnent par rapport à ça. Mais voilà. Après, pour beaucoup, ça, ils comprennent, mais encore, pour certains, c'est perturbant. Oui, c'est perturbant. Ouais. C'est pas classique, en fait, comme ça. fonctionnement. Pour terminer, comment on pourrait persuader un petit peu les gens de venir chez Daddy, des personnes qui auraient des a priori, qui seraient un peu réticents, qui auraient peur juste de venir et de rencontrer les gens, parce que créer du lien comme ça, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et leur expliquer en fait ce qu'ils pourraient obtenir en venant ici, qu'est-ce qu'ils pourraient échanger chez Daddy? Ouais, alors vraiment, moi j'ai envie de leur dire de venir. C'est un café, donc on peut vraiment venir prendre un verre avec un ami, avec des amis. Le lieu est sympa, il y a une bonne ambiance, et généralement on se laisse vite porter. Mais encore une fois, il n'y a pas l'obligation, on va être à une table où il y aura du monde à côté. Si on ne se sent pas à l'aise pour parler, on n'est pas obligé de parler, enfin personne ne va obliger. Par contre, ce qu'on va permettre, c'est vraiment de mettre l'ambiance qui permet de se sentir à l'aise, de ne pas se forcer, etc. Avec beaucoup de jeux qui sont mis en place. Mais on va obliger personne. Et si jamais quelqu'un ils ont juste envie de prendre une bière, etc., et de se poser à une table, et qui viennent prendre une bière, et sûrement ils rencontreront du monde, et ils ne se seront même pas rendus compte qu'ils auront vu du monde, mais à la fin ils se seront dit c'était vraiment un chouette moment chez Daddy, et nous c'est ça ce qu'on veut. On ne veut pas être un lieu connoté social, c'est pour ça que dans toute notre communication, le lieu, on n'a pas du tout eu cette envie pour que quand on passe devant, on se dise que c'est un café sympa et qu'on ait envie de prendre un verre. Et c'est vraiment ça l'objectif, c'est être capable de toucher aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'engagement associatif, qui ont juste envie de passer un bon moment. Et c'est aussi d'être capable de toucher toutes ces personnes-là. Donc c'est pour ça on encourage, il y a de la bonne bière, il y a du bon vin, donc ça permet de passer un bon moment. C'est clair. Et comme on ne peut pas le voir, je vous confirme effectivement, l'endroit est très chouette et très chaleureux. Concernant l'établissement chez Daddy, y a-t-il des projets futurs, une évolution future que tu souhaites envisager? Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors nous on a vraiment, et c'est dans notre vision, cette envie que dans chaque quartier, dans chaque village, il puisse y avoir des lieux un peu comme chez Daddy qui se créent, et du coup des secondes familles qui se créent. Aujourd'hui, alors c'est très tôt pour en parler, mais ce qu'on veut, c'est accompagner des porteurs de projets qui s'y retrouvent dans les valeurs du projet, qui ont envie de porter des lieux comme ça, et de pourquoi pas que nous on puisse les accompagner, et de s'appuyer sur notre expérience pour créer des chez Daddy. Et là aujourd'hui, il y a une possibilité d'ouverture d'un autre chez Daddy dans le 2e arrondissement de Lyon, qui est en cours de réflexion, et du coup j'espère qu'en 2021 il y a un 2e chez Daddy qui puisse voir le jour. D'accord. Donc l'idée ce serait vraiment d'essaimer en fait ce concept et de pouvoir un petit peu le mutualiser et le proposer à d'autres arrondissements, d'autres villes, et voilà, pourquoi pas au niveau national par la suite. Ouais, alors ça on verra, mais oui, en tout cas c'est vraiment l'objectif, en tout cas on voit qu'il y a ce besoin. Alors après, est-ce que c'est des chez Daddy ou d'autres noms ça on ne sait pas, mais en tout cas moi je crois dur qu'en faire qu'il y a besoin de lieux comme ça un peu partout. Ouais, pour pouvoir en faire profiter un maximum de personnes. Ouais. Merci beaucoup Philippe pour nous avoir fait découvrir ton projet solidaire. On espère une réouverture très rapide chez Daddy et on invite tout le monde qui souhaite venir à se rendre chez Daddy prochainement. Tu peux nous rappeler l'adresse ? Alors on est au 28 rue de Cuire à la Croix-Rousse, donc 69004. Et vous ne pouvez pas louper, il y a des grands stores jaunes avec des parasols jaunes avec marqué chez Daddy et une grande terrasse. Et on vous attend dès que ça rouvre, on espère assez rapidement. Nous aussi. Alors on mettra le lien du site internet associé au podcast. Et voilà, on souhaite une belle réussite à ce projet. Merci beaucoup. Merci Charlotte. À très bientôt. Bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura fait découvrir un projet inspirant. Merci à Philippe et bravo pour ce concept. On vous souhaite de réouvrir très prochainement. J'ai retenu de cet échange les éléments innovants que je vous partage ici. Une remise en question des contours d'un projet en fonction de son impact, la prise en compte des données de terrain pour façonner son projet, un modèle économique original et l'entraide de proximité pour faire face à l'isolement social. Vous retrouvez les références citées dans le descriptif de l'épisode sur vos plateformes d'écoute. Rendez-vous début février pour notre prochain épisode.